Nous sommes de retour pour la deuxième partie de 100% politique. Merci aux téléspectateurs qui nous rejoignent. Ça va débattre, comme on dit, dans un instant autour de la table avec Yohann Usaï, bien sûr, toujours présent du service politique. Merci Alexandre Wizy de nous rejoindre, sénateur PS de l'Oise. Richard Ramos nous fait le plaisir, monsieur le député Les Démocrates du Loiret. Merci d'être présent. Pierre Lelouch, bonsoir, plaisir de vous retrouver. Bonsoir, monsieur. Ancien ministre. Merci à Laure Lavalette, député du Var, porte-parole du Rassemblement national à l'Assemblée nationale. Nicolas Bouzou est parmi nous ce soir. C'est important parce que il y a des conséquences et un impact financier certainement à analyser sur ce 49.3 et cette motion de censure qui sera donc très vraisemblablement votée mercredi. Le Premier ministre a engagé la responsabilité du gouvernement par cet article de la Constitution aujourd'hui qui permet donc l'adoption du texte sans vote, mais expose le gouvernement à la motion de censure. Sitôt annoncé, sitôt formulé, les Insoumis, le Rassemblement national ont déposé cette mention à l'Assemblée. Le RN qui a indiqué qu'il voterait cette censure, ce qui conduirait donc d'ici 48 heures à la fin du gouvernement Barnier. Écoutez le Premier ministre lors de ce discours face à l'hémicycle aujourd'hui. Les Français appellent et attendent de la stabilité. Appellent et attendent de la visibilité pour les entreprises et pour leur vie quotidienne. À un moment, et je sais de quoi je parle, où notre pays a tant à faire pour défendre ses intérêts et son influence en Europe et dans le monde. C'est pourquoi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité du gouvernement, de mon gouvernement, sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, dans sa version résultant des travaux de la commission mixte paritaire et modifiée par les amendements rédactionnels et de coordination déposés. Et je le fais en appelant à la responsabilité de chacun des représentants de la nation que vous êtes, même si vous devez quitter cet hémicycle, persuadé que notre mission commune, au-delà de nos divergences, est de servir la France et les Français. Désormais, mesdames et messieurs les députés, chacun doit prendre ses responsabilités et je prends les miennes. Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre. C'était écrit, j'ai envie de dire, Laure Lavalette. Ça arrive a priori un petit peu plus tôt que beaucoup ne l'imaginaient. Mercredi, selon toute vraisemblance, Michel Barnier va tomber. Vous allez voter cette censure du NFP. Son sort est scellé. Après 90 jours, c'est la fin de l'histoire, donc, qui est en train de se dessiner. Est-ce que vous ne vous dites pas que, à votre initiative, un nouveau séisme politique est en train de se profiler ? Non, je pense simplement que les Français passent à côté d'un budget de 40 milliards de taxes et d'impôts supplémentaires. Donc je pense que c'est une bonne nouvelle de dire qu'il va y avoir un nouveau gouvernement et une nouvelle étude d'un budget qui, j'espère, sera bien plus conforme. Vous pensez qu'il y aura un budget avant le 31 décembre ? De toute façon, il y a une loi organique avec une loi spéciale, des décrets. C'est le budget de 2024 qui va être mis en branle. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il y aura évidemment un budget. Les fonctionnaires seront payés, les cartes vitales vont continuer à marcher, le soleil va continuer à se lever tous les matins. Voilà, il n'y a pas de chaos politique, démocratique comme certains tentent de le dire pour faire peur. Néanmoins, voilà, je regrette bien, moi, que Michel Barnier n'ait pas écouté le premier groupe politique à l'Assemblée nationale, parce que je rappelle que nous ne sommes pas le premier groupe. Il a téléphoné groupe. À votre chef de groupe encore ce matin pour faire une énième concession pour elle. C'est un peu tard quand même, Julien Pasquet. On a eu le temps en hémicycle quand même de débattre de ce budget où en fait les amis de M. Ramos n'étaient pas très présents. Je vous rappelle qu'il y a des fois il y avait 2 LR et 7 macronistes. Il y avait pour le coup le nouveau Front populaire en force qui voulait tout taxer, tout ce qui est sur ce plateau d'ailleurs pour être taxé. Et nous étions les seuls à nous opposer à cette folie de taxes. Donc très étonnant déjà, ils ont saboté ce budget en ne venant pas. Et nous avions des lignes rouges qui n'ont pas changé. Encore une fois, notre liste de courses, entre guillemets, était la même du début à la fin. Nous avions dit que si ces lignes rouges étaient franchies, alors... il y avait quand même le sentiment qu'à chaque fois que quelque chose était barré sur la liste de courses, il y avait une nouvelle ligne qui s'ajoutait. C'est un petit peu le sentiment que ça a donné. Non, c'était un sentiment, parce que je vous assure que Marine Le Pen a toujours été très pragmatique. Elle a dit, voilà, on veut pas que la facture d'électricité des Français augmente, on veut
pas qu'il y ait une désindexation des retraites sur l'inflation, on veut pas qu'il y ait un déremboursement des médicaments. Dont acte, quoi, Michel Barnier. Vous savez, il a pas tellement écouté, il a un peu menti quand même aux oppositions. Il est arrivé lors de son installation en disant je ne serai pas dogmatique, je ne serai pas sectaire, je vais écouter tout le monde. Et attendez, il nous a complètement ghosté, comme disent mes enfants. Enfin, franchement, il nous a pas regardé pendant un mois et demi. Alors après, qu'est-ce qu'on doit dire à gauche alors? Il s'est affolé un peu tard après, évidemment, mais pendant quelques temps. Je vais vous dire, quand Marine Le Pen est allée le voir lundi, pas celui-là, l'autre, lundi dernier, quand il a daigné les recevoir à Matignon, il a commencé en gros son entretien en disant en gros c'est une visite de courtoisie, il ne sortira pas d'accord de l'entretien. Mais si on a besoin on va chez un psy, vous voyez, si on a envie de se coucher et de parler de nous, ça n'avait aucun sens. On arrivait avec des revendications sous le bras et Michel Barnier ne les a pas entendues. Je pense qu'il savait exactement à quoi il s'exposait. Richard Ramos. Un certain nombre. Il en a entendu un certain nombre. Écoutez, on en avait que 4 déjà sur 80, ça nous paraissait quand même pas fondamental. Et sur ces 4, il y en a que 3 qui ont été entendus, donc c'est quand même dommage. Richard Ramos, est-ce que vous dites parce que vous ne voterez pas la censure mercredi, a priori, vous me dites si je me trompe, mais vous ne la voterez pas. Est-ce que vous vous dites que vos collègues de l'hémicycle ont perdu la raison aujourd'hui? Non, ils n'ont pas perdu la raison. D'abord, moi je le dis souvent, j'avais dit que ce gouvernement-là, et c'était sur ce plateau-là, était un yaourt à DLC, date limite de consommation courte. Donc ça m'a... La plus courte de l'histoire de la 5e. Ça m'a donné raison. Deuxièmement, sur les débats dans l'hémicycle, pareil. Je pense qu'on avait fabriqué la République du faire-semblant. On savait déjà par avance qu'on arrivait au 49-3. Par avance. La seule question qui était en suspens, c'est est-ce que le Rassemblement national allait la voter ou pas, et est-ce que le Rassemblement national allait, main dans la main avec la France insoumise, accélérer une difficulté économique qui se profile. Parce que c'est pas que de l'arithmétique, l'économie. M. Bouzou va nous le dire. C'est une confiance. Il y avait deux grands critères. Bien sûr. Et contrairement à d'autres pays, nous avons un pays qui marche économiquement grâce à la consommation. Et la consommation, c'est en partie la confiance, avec 2 critères. Un pays qui sait lever l'impôt, là c'est vrai, il n'y aura pas du tout d'inquiétude à avoir, l'État saura toujours prélever l'impôt. Et la deuxième, c'était la stabilité politique. Et là, finalement, par son attitude, le Rassemblement national a rajouté de l'instabilité politique. Et donc là, on va avoir, on l'a vu tout de suite, les marchés financiers, même si faut pas être piloté par les marchés financiers, mais c'est quand même les entreprises françaises qui ont chuté tout de suite après l'annonce de Michel Barnier. Et on aura peut-être une inflation qui va peut-être reprendre et les taux d'intérêt qui, à coup sûr, vont augmenter. Ça veut dire quoi, les taux d'intérêt? C'est pas des mots. Ça veut dire que les primo-accédants qui vont acheter leur petit appart, eh bien, ils pourront pas le faire. Parce qu'aujourd'hui, ça passera pas quand ils feront leur demande aux banquiers. Et ça, par une union entre le Rassemblement national et les LFI. Avec le PS qui s'y met et qui suit de toute façon, quoi qu'il arrive, les LFI. Et je me tournerai vers Alexandre Wizy dans un instant. Je voudrais juste qu'on voit cela justement et qu'on comprenne si vraiment, comme on l'a mis en bas de l'écran, Nicolas Bouzou, on fait ce saut dans l'inconnu. Déjà, moi, j'ai cette infographie qui nous montre ce qui va arriver en cas de censure, l'impact concret, réel pour les Français en cas de censure, qui sera donc normalement voté mercredi. L'impôt sur le revenu des Français augmenterait de près de 3 milliards. Pas de revalorisation salariale pour les différents fonctionnaires des ministères de l'Éducation, des Armées et de la Justice. Pas d'avancement de l'entrée en vigueur du mode de calcul des retraites agricoles au 1er janvier 2026. Pas de renforcement des vecteurs de lutte contre la fraude sociale non plus. Et c'est une liste non exhaustive. En fait, et là c'était vraiment une question que se posent, je pense, beaucoup des gens qui nous regardent. Est-ce que la situation demain sera pire que si le budget avait été voté ? Ah oui, sans aucun doute, et je le dis d'autant plus tranquillement que je pense que ça n'était pas un bon budget. Je l'ai dit aussi sur votre plateau, je pense que ça n'était pas un bon budget, mais je pense que ne pas avoir de budget nous met dans une situation qui est pire qu'avoir un budget qui était critiquable à bien des égards, parce que tout ce que vous venez de dire, tout ce qui est sur votre infographie est parfaitement vrai, mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le budget de 2024 ne s'applique pas automatiquement. C'est pas vrai de dire ça. Il faut faire voter une loi au Parlement pour que ce budget s'applique. Donc déjà, encore faut-il... Vu l'état du Parlement, vu l'état de l'Assemblée nationale, parfois je me demande, si vous voulez, ce qui peut s'y passer. Donc déjà, il faut que cette loi spéciale passe. Cette loi spéciale, elle réplique le budget 2024 sur le volant recettes. Alors recettes, ça veut dire, en effet, vous avez tout à fait raison de le dire, que pour beaucoup de nos concitoyens, l'impôt sur le revenu va augmenter, ou des gens qui ne payaient pas l'impôt sur le revenu vont entrer dans l'impôt sur le revenu, tout simplement parce que ce sont les seuils de 2024
qui ne bouge pas, alors que, comme il y a eu de l'inflation, un certain nombre de nos concitoyens ont vu les salaires augmenter de 2-3%. Si je résume en 2 mots, LFI et le RN sont gagnants ce soir, là où les Français sont perdants? Alors ça me semble mais absolument incontestable. Et ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que sur le volet des dépenses, il faut que le gouvernement signe un certain nombre de décrets pour que les dépenses des ministères puissent se faire. Mais en effet, ça veut dire que ce qui avait été prévu dans le budget, par exemple en matière d'augmentation des policiers, c'est important, la situation de la police dans notre pays. Ça, fini. L'augmentation du budget de la défense. On a un des meilleurs spécialistes français de ce sujet sur ce plateau. Qui prendra la parole juste après. Important. On a appris ces derniers jours que Al-Qaïda, une émanation d'Al-Qaïda, prenait des positions tout à fait importantes en Syrie. Ça n'est pas un sujet qui m'amuse. Donc, je pense que laisser le budget de la défense dans l'état où il était en 2024 est quelque chose qui n'est pas responsable. Donc ça, si vous voulez, tout ce que je vous dis, c'est sûr. Après, encore faut-il qu'on trouve en plus un gouvernement pour voter un budget 2025, etc. Ça va être compliqué parce que le RN censure le gouvernement. Très bien, mais si c'est un gouvernement de gauche, par exemple, j'imagine que le RN va le censurer, parce que si vous avez censuré ce gouvernement parce qu'il y avait des augmentations d'impôts dans le budget, il y en avait beaucoup trop, d'ailleurs je suis d'accord avec vous, mais si c'est la gauche, il y aura beaucoup plus d'augmentation d'impôts, c'est dans leur programme et ils l'ont dit, ils l'ont fait à l'Assemblée nationale. Donc vous voyez, je pense que là, moi je vous le dis, comme je le pense, avec toute la considération que j'ai pour les gens autour de ce plateau, je pense que on a beaucoup pensé aux affaires de partis politiques, etc. Tout ça est parfaitement légitime, je comprends parfaitement. Je pense qu'on n'a pas beaucoup pensé à la France. C'est exactement l'inverse. Pierre Lellouche, on n'a pas beaucoup pensé à la France et nos responsables politiques prendront la parole ensuite. Les bourses, je le disais, je l'ai dit pendant la pub, et je le dis à nos téléspectateurs, ont réagi pendant cette censure, puisqu'on voit les courbes du CAC 40 qui ont vraiment chuté à la seconde où Michel Barnier quasiment a déclaré ce 49.3, a actionné ce 49.3. Tous les investisseurs se disent aujourd'hui que l'instabilité politique de notre pays, elle va durer. Pierre Lellouche, est-ce que on entre maintenant en fait dans l'œil du cyclone fiscal et économique pour le pays? Alors on entre dans un œil dramatique au niveau européen. Il faut bien voir que le gouvernement allemand va tomber. Il est tombé le jour de l'élection de Trump. Donc il y aura des élections en février. Le gouvernement britannique est très faible. On va avoir un Trump qui arrive avec un catalogue de nouvelles taxes à l'importation qui vont cibler massivement l'Europe. Et on a en plus à gérer, à la sortie de la négociation sur l'Ukraine, qui va pas tarder, la reconstruction de l'Ukraine sur les bras que les Américains vont nous laisser. Donc on est dans une situation internationale très compliquée, sans parler de tous les revers qu'on subit tous les jours, l'expulsion d'Afrique. Le Tchad et le Sénégal, c'est très récemment. Dans des conditions humiliantes, la énième guerre de Syrie qui est en train de déraper gravement. Enfin, c'est pas le bon moment pour ne plus avoir de France. Or, on va plus avoir de France. Et la raison profonde, c'est qu'en effet, ceux qui ont pris ce genre de décision ont pensé à eux, à leur jeu politique, et pas au pays. Ce sont les Français qui perdent ce soir ? Bien sûr, les Français sont perdants, ils sont perdants depuis le mois de juin. Car le maître d'œuvre de cette situation épouvantable, que moi j'ai jamais vu pendant toute ma vie politique, j'ai quand même servi 5 fois au Parlement, jamais j'ai vu une chose pareille. J'ai vécu une dissolution, celle tragique d'ailleurs de M. Chirac, et qui a amené la cohabitation, etc. Mais bon, il y avait des majorités alternatives. Là, il n'y a plus rien. Macron a détruit la droite et la gauche de gouvernement, et aujourd'hui, il a scié la branche des institutions, parce qu'on se retrouve sans de gouvernement du tout, et sans perspective de gouvernement jusqu'à l'été. Et c'est ma seule différence avec M. Bouzou, pour lequel j'ai grande estime, c'est que la situation de la France, elle était pathétique, parce que ça peut pas tenir jusqu'à l'été, M. Bouzou. Vous le savez bien. Le budget qui était présenté, et qui devait faire 60 milliards d'économies, je le dis devant des parlementaires qui ont assisté au débat, il devait sortir 60 milliards d'économies, il découvre 100 milliards de recettes en moins qui sont évaporées et tous les ministres envoient la balle dans des conditions invraisemblables. Donc 60 milliards, à la sortie, il y a 7 milliards de dépenses en plus et 40 milliards d'impôts en plus. C'est là où les Français sont perdants. Non mais attendez, là je ne me sépare pas de vous. Je dis simplement que un coup de batte de baseball de 40 milliards sur la France aujourd'hui, M. Bouzou,
c'était catastrophique. Donc oui, les résultats de ne pas avoir de budget, c'est pas génial. Mais le chaos, il est là. Mais la situation vécue par nos concitoyens, que je leur parle quand même, aujourd'hui, ils sont massacrés d'impôts. L'arrivée de taxes supplémentaires massives dans ce nouveau budget, elle est littéralement arrêtée les petites entreprises, les gens. C'était le coup d'arrêt complet. Et faire durer ça jusqu'au mois de juillet, c'est injouable. Donc moi, ce que j'espère pour le pays, c'est une clarification rapide. Le meilleur service que peut rendre M. Macron aujourd'hui, qui est quand même le grand maître d'œuvre de tout ça, c'est de s'en aller. Je l'ai dit ici même, il y a plusieurs semaines déjà. Et vous savez que ça n'arrivera pas, Pierre Lellouche. Mais bien sûr que ça arrivera. Pas dans les 15 jours qui viennent, en tout cas. Ça va arriver beaucoup plus vite que vous croyez, tout simplement parce que l'histoire s'accélère et qu'il y a une dynamique, et que la dynamique, c'est qu'il n'y a personne pour remplacer Barnier, puisque Barnier, de toute façon, il avait pas de majorité et pas de programme, il naviguait. Le suivant, qui soit de gauche ou de droite, n'aura pas non plus de majorité. Donc, le président peut jouer avec faire venir Monsieur Bayrou, le sauveur, pendant 2 semaines, Monsieur Ramos. Enfin, vous le reconnaissez. Mais moi, j'aime bien, je connais. Ça serait si c'était le sauveur depuis le temps qu'il est là, Monsieur Bayrou, quand même. Depuis le temps qu'il essaye. Je ne le crois pas assez fou pour s'engager dans le Titanic avec une durée de préemption encore plus courte que le précédent, vous voyez. Ouais, mais, donc, vous savez, tout est possible avec les centristes. Vous les connaissez, et c'est vrai que son nom circule. Je pense que lui-même, mais il y en a plein d'autres qui vont circuler. Vous croyez qu'il a envie d'y aller ? Bien sûr qu'il a envie d'y aller. Ah bon ? Bien sûr qu'il a envie d'y aller. Oui, c'est vrai. Mais bien sûr qu'il a envie d'y aller. Et en plus, je pense que c'est... Il va faire feu de tout bois, je peux vous dire, parce que ça fait longtemps qu'il attend. Ça fait très longtemps que je pense qu'il reste que 3, pardon de dire ça comme ça, dinosaures de la politique: François Bayrou, Marine Le Pen et M. Mélenchon. C'est-à-dire que le reste, je dirais... François Hollande. François Hollande. Il n'a pas... Pardon, je le mets pas tout à fait dans la même catégorie, pardon, même s'il a été président de la République, lui. Évidemment. Mais c'est pas tout à fait pareil. Voilà. Et ils en rêvent tous. Sarkozy, c'est pas un dinosaure. Ils sont pris. Alors d'abord, je pense, ils sont pris dans leur... Donc François Bayrou, je pense qu'il pense que c'est son moment. Moi, j'ai souvent dit également... Il va pas durer longtemps son moment, faut lui dire, parce que... Il y a plein de fois où c'était son moment. J'ai pensé qu'en 2017, il avait apporté la baille de fiançailles à 6% à M. Macron. Et après la baille de fiançailles, je pense qu'il finira voiture balai du mariage. Ah oui. C'est-à-dire que, en fait, il a fait le début et il va faire la fin. Et donc, je pense que François Bayrou sera Premier ministre, et en tout cas, je l'espère. Alexandre Ouzy, sénateur du Parti Socialiste. Juste d'abord cette première question, et vous défilerez parce que je pense que vous avez envie de commenter ce qui vient d'être dit, mais pour conclure sur cet aspect très économique et l'impact pour les Français, parce que je pense que c'est quand même ce qui reste le plus important pour tous ceux qui nous regardent, pour tous les électeurs. Avec cette censure, pour le rééquilibrage du déficit qui est abyssal, et Nicolas Bouzou a été là pour nous le rappeler encore une fois, on fait quoi maintenant ? Si vous voulez, parce que les décisions politiques, c'est bien, les enjeux personnels, c'est une chose, mais le destin des Français de notre pays, qu'est-ce qu'on en fait ? Mais je pense que, en tout cas, pour notre part, nous sommes habités par cette seule question. Et d'ailleurs, en fait, rentrer dans la discussion par le concours de petits chevaux, c'est-à-dire Bayrou, etc., pour moi, ça... Cazeneuve. Tout ça n'a... Non, mais vous aurez remarqué que c'était pas ma question. J'étais parti sur l'écho et puis ça a un peu dérivé. Je vais vous dire pourquoi ça n'a rien. En fait, tout ça n'a aucun sens. Soit, en fait, on arrive à un Parlement mature. Un Parlement mature qui se dit quoi ? Qui se dit, donner les clés à Macron. C'est-à-dire lui dire, renomme. Macron, ça a été quoi depuis le début ? Un vecteur de crise. Jamais une solution à la crise. Donc moi, je dis les choses simplement. Soit les partis qui se sont constitués en Front républicain, soit ça avait un sens, soit ça n'en avait aucun. Avec des présidents de groupe à l'Assemblée nationale, avec des présidents de groupe au Sénat, se parlent dans un forum budgétaire, discutent, échangent, sont capables de trouver les compromis pour qu'il y ait un budget dans ce pays qui soit en effet le budget qui abîme le moins la croissance. Mais là, c'est I have a dream, là, c'est Martin Luther King, là. Non, c'est pas Martin Luther King. C'est pas Martin Luther King. Ça veut juste dire. Dans votre bouche, c'est assez cocasse de parler de budget. Alors, on laisse finir Monsieur Ouzy, s'il vous plaît. On laisse finir Monsieur Ouzy. Ça veut dire être respectueux du sens du vote. Qu'est-ce qui s'est passé pour l'instant ? Il y a Michel Barnier qui a dansé un tango avec Marine Le Pen. Vous avez vu, nous, on était spectateurs, on était sur le banc de touche, on nous a rien proposé. On a écrit au Premier ministre sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, on avait proposé 2% d'évolution, 2% en dépenses et en recettes sur ce que nous avions proposé, 2%. Donc c'était pas la révolution, c'était pas le retour du marxisme par la grande porte, c'était 2% d'évolution. Et on nous a pas parlé. Donc si on revient à des meilleurs sentiments, si on fait marcher cette République comme elle doit fonctionner depuis que ces élections ont eu lieu, en effet, nous ne les avons pas convoquées, vous avez raison, Monsieur Lellouche, on n'a pas choisi d'être dans cette situation. C'est Macron qui nous y a plongé. Soit on décide d'en sortir
intelligemment, soit on continue. Le Front républicain, c'est la suite logique de la. Le Front républicain, c'est quand même la suite logique de la dissolution. Le Front républicain, c'est la suite logique de la dissolution, et ça, c'est la gauche qui l'a créé. Le Front, tout à fait d'accord avec vous. Mais le Front républicain, celui qui l'a trahi le premier, c'est Emmanuel Macron. Comment ? En nommant un Premier ministre qui n'en était pas issu. Donc la logique aurait voulu que c'est vrai, vous le dites, vous pouvez le dire un peu plus fort. Mais c'est vrai. Il y a des micros, Ça me fait plaisir. Mais si vous voulez, c'est ça l'acte, le péché originel de tout ça, c'est celui-là. Ça aurait changé quoi, dit Monsieur Lelouch? Ça aurait changé rigoureusement rien. Quelle était la méthode que nous avions proposée? C'était de dire Lucie Castet, un Premier ministre de gauche ouvert sur une assemblée de fonds républicains. C'était ça la méthode. Et c'était la seule manière. Jean-Luc Mélenchon a dit rien que le NFP, dit pour le NFP. La seule manière de faire. Alors là, vous pouvez retrouver les traces. C'est cet été, des courriers qui ont été écrits. Aujourd'hui, je ne vous parle même plus de la question gouvernementale. Je vous dis, c'est à l'Assemblée que la question se pose. C'est au président de groupe. C'est une initiative qu'a proposé le président Vallaud il y a une semaine, je crois. Boris Vallaud chez un de vos confrères. Que les présidents de groupe se parlent, qu'ils arrivent à trouver la solution de compromis qui donne au pays juste un budget. Oui, vous allez me parler des LFI dans les 2 secondes, c'est ça? Mais parce que ça, excusez-moi, c'est numéro de non, mais je sais que ça vous gêne. Il faut assumer, monsieur Wizy, il y a un moment. Excusez-moi. Vous savez très bien. Le mot sort comme c'est la première fois que vous êtes chez moi, donc je vais d'abord vous parler du Parti socialiste. Parlez-moi du Parti socialiste, ça fait plus plaisir, vous avez raison. Est-ce que le Parti socialiste est ce soir favorable à la nomination de Lucie Castet au gouvernement, qui semble improbable, mais quand même, est-ce que vous y êtes favorable avec un gouvernement constitué de ministres LFI? Lucie Castet, une autre, mais vous avez compris que soit vous m'avez pas écouté, ce que je crois possible, mais c'était pas mon sujet. Pas de mépris, s'il vous plaît. Non, restons corrects. Comment on oserait ne pas vous écouter, J'ai commencé en disant justement que la question n'était pas le gouvernement. Donc si vous m'écoutez, je vous dis, parlons à la Chambre. Trouvons les compromis à la Chambre. Je sais bien que la machine va être, on va faire tourner les cartes, on va faire tourner les têtes. Mais c'est pas ça le sujet. C'est pas gagné votre affaire. À la Chambre, ce que nous sommes capables de faire ou pas. Je pense que tout le monde soyons sérieux. Tout le monde a soyons sérieux. On est sérieux. Monsieur le sénateur, j'ai un tout petit peu d'expérience de l'Assemblée. J'y ai siégé 5 législatures. S'il n'y a pas de majorité, ça ne fonctionne pas. La 5e République, laissez-moi finir. Ce que je vous dis, il n'y a pas la 5e République ne fonctionne que si le président a une majorité. Quand il n'y a plus de majorité, ça tombe, ça donne au mieux la cohabitation. Avec Macron, on n'a plus rien du tout, même pas l'optique d'une cohabitation. Il n'y a même pas une chance. Donc vous pouvez nommer qui vous voulez. Ce n'est plus la 5e République. Laissez-moi juste finir. J'en ai pour une seconde. Vous pouvez nommer qui vous voulez à gauche, convoquer les présidents de groupe. Vous n'aurez jamais de solution parce que cette assemblée est ingouvernable. Elle est éclatée. Elle est le résultat exact de ce qui a été voulu par le président, et ensuite par Monsieur Attal quand il est sorti du bureau en apprenant qu'il n'était plus Premier ministre, en téléphonant lui-même à ses propres députés pour qu'ils soient battus afin de faire barrage au Front National. C'est ça l'origine. On a changé de nom. On a Rassemblement National. Pardon, Rassemblement National. Pour moi, bon, les conséquences aujourd'hui, c'est que le RN dépose une motion. Je vous rends tout de suite la parole. Je vous rends la parole, Laure Lavalette. Vraiment, promis. Je voudrais juste qu'on voit ce communiqué, alors que le RN a déposé sa motion, que le NFP a déposé la sienne, que le RN votera celle du NFP. Vous me suivez. Le socle commun a communiqué, à savoir le groupe des parlementaires de ce socle à l'Assemblée et au Sénat, qui disent d'une même voix, et vous voyez les signataires en bas de l'écran, dans la période de grande incertitude que nous vivons, notre conviction est claire, notre pays a besoin de stabilité économique, financière, institutionnelle. Voter une motion de censure reviendrait à plonger le pays dans l'inconnu. Aujourd'hui, chacun se retrouve face à sa responsabilité. Un choix se pose à l'ensemble des responsables politiques, choisir entre les calculs politiciens et l'intérêt général. Nous nous réunissons aujourd'hui pour dire que l'intérêt du pays n'est pas le saut dans l'inconnu ou la stratégie du pire. L'intérêt du pays, c'est la stabilité et l'apaisement, ce à quoi nous appelons aujourd'hui. Bah oui, mais malheureusement, pour eux, la messe est dite. D'autant plus cocasse quand même que Gabriel Attal est artisan de ce que nous sommes en train de vivre et qu'il a évidemment poussé Monsieur Barnier à ne pas accéder typiquement à la ligne rouge qui était la désindexation des retraites. En fait, il lui a planté un couteau dans le dos. Il avait été très content de lui voir tourner les talons. Je pense qu'il y a beaucoup d'ego dans leur histoire. Mais moi, je pense que pour avoir un éclairage complet de comment est-ce qu'on en est arrivé là, il faut repartir au mois de juin. Il faut repartir aux européennes où Jordan Bardella fait un score extraordinaire, fait plus de 30% avec plus de 30% de participation. Ce score-là est confirmé au premier tour des élections législatives. Et s'il n'y avait pas eu une alliance complètement contre nature, mais Monsieur Ramos, vous devez votre élection à la défection du Parti socialiste. Donc en fait, c'est parce que vous avez plongé.
ont voté. Vous êtes au deuxième tour. Oui, mais le choix a été biaisé. Peut-être essayer de terminer. Alors, laissez terminer Laure Lavalette, s'il vous plaît. Oui, et vous répondrez. Et vous répondrez, cher Richard Ramos. Je lui répondrai. À la fin de ma Je phrase. vous répondrai, Madame Et je pense Lavalette. justement que ce qui plonge la France dans ce chaos institutionnel, c'est bien ça. C'est les alliances que vous avez laissé faire pour sauver vos fesses. C'est honteux, mais exactement, avec le Parti Socialiste qui était dans le nouveau Front Populaire, ils ont eu vraiment, on a été là souvent sur ce plateau pour dire à quel point ils se sont roulés dans la fange en étant incapables de dire que le Hamas était un mouvement terroriste. Le Front Populaire, excusez-moi de vous dire. Bon, ceci dit, ça n'a pas empêché M. Ramos, ça n'a pas empêché M. Ramos de bien vouloir être élu en ayant cette défection. Et en fait, au soir des second tours des élections présidentielles, l'Assemblée nationale ne ressemble pas à ce que veut la France. Les Français, ils veulent toujours moins d'immigration, ils veulent toujours plus de pouvoir d'achat et toujours plus de sécurité. Mais là, vous ne leur en offrez pas en censurant le gouvernement. Alors, moi, c'est moi qui me permets de vous interrompre, là. Laure Lavalette. Alors, les Français ont voté. Oui, mais là, vous dites une chose qui n'est pas vraie. Parce que vous dites que les Français veulent plus de pouvoir d'achat, mais en censurant le gouvernement, vous leur en donnez encore moins. Parce que si ces alliances n'avaient pas eu... Et Nicolas va conclure là-dessus. Le candidat du Rassemblement national qui aurait été là à la place de M. Ramos, et nous aurions eu cette majorité. Nous aurions eu cette majorité pour avoir deux fois. Alors, Nicolas va faire court. Et Nicolas, parce que je voudrais juste qu'on rectifie. Non, on passera pas à autre chose. On ne passera pas à autre chose. Je voudrais juste, en termes de pouvoir d'achat, parce que Laure Lavalette a dit, on veut redonner du pouvoir d'achat aux Français. Est-ce que c'est pas l'antithèse, justement, de la censure, le pouvoir d'achat? On a évité 40 000. Vous pouvez laisser parler les autres, Madame Lavalette. Madame Lavalette, je m'occupe de modérer le plateau, Richard Ramos. Ne vous inquiétez pas. On les a pas du tout évités parce que je ne pense pas que le prochain gouvernement, j'adorerais qu'il y ait un nouveau gouvernement qui comme ça va arriver, va pouvoir faire une alliance assez large et va nous dire je réforme la fonction publique, on baisse la dépense publique, en termes d'augmentation d'impôts, on va quasiment rien faire du tout. J'aurais adoré, mais bien évidemment, il n'y a aucune solution politique pour ce type de gouvernement. Donc là où vous avez fait un mauvais coup pour la France, mais au passage pour vous-même, c'est que vous mettez la France dans une situation qui est très compliqué. On parlera peut-être des marchés, mais sur le plan financier, sur tout ce que vous voulez, milliards de dettes, c'est tout pas ce que moi, vous voulez. Bien sûr. Les 1000 milliards de dettes des 7 dernières années, c'est la responsabilité des amis de M. Ramos, pas la mienne. Ce qui est vous, c'est de voter la motion de censure de la France Insoumise. Vous votez la motion de censure de la France Insoumise avec les arguments de la France Insoumise, alors même que le Premier ministre a accédé à un grand nombre de requêtes de Marine Le Pen sur la réforme de l'AME, sur la taxe sur l'électricité, sur le nom des remboursements des médicaments. Donc sur trois sujets, le gouvernement avait accédé à vos demandes. Et donc là, si ce que je ne souhaite pas, mais ce qui me semble possible, la France entre dans de grandes difficultés, notamment du point de vue financier, ou alors avec un prochain gouvernement qui va faire absolument n'importe quoi, notamment sur le plan fiscal, pire que celui-ci, vous aurez une grande part de responsabilité. Richard Ramos. Alors, Madame Lavalette me dit, en gros, vous avez été élu parce qu'il y avait il y a eu un désistement du Parti socialiste. Moi, j'ai d'abord été élu parce que vos candidats, ils étaient antisémites et sexistes. Donc j'y peux rien. Ils avaient des propos en disant que c'était les Juifs qui dirigeaient le monde, et ils avaient écrit également que Madame Ayé, quand elle voit Attal, elle a la culotte qui mouille. J'y peux rien si c'est vos candidats. Bon, ça, donc c'est si j'ai été élu, c'est juste pour vous dire que c'est juste pour vous dire que si j'ai été élu, c'est parce que vous n'étiez pas capable. Pardon, laissez-moi terminer. Vous ne pouvez pas à la fois demander à ce que je vous laisse parler. Mais c'est vrai, Monsieur Ramos. Et ensuite derrière, si les Français. Madame Borne a été élue parce que quelqu'un de chez vous s'est désisté. Mais pas de problème. Mais pas de problème. Madame Lavalette. Madame Lavalette, si vous arrivez, non, pas que trois en même temps. Madame Lavalette, les Français l'ont élu. Voilà, Madame Lavalette, si vous arrivez aux responsabilités, il faudra faire vous biaiser. Non, vous y mettez pas Pierre, parce que ça fait déjà qu'on n'entend rien. Je suis désolé. 4 fois, d'accord. Ce que les gens qui ont voté au deuxième tour, ils ont voté, ils n'avaient pas envie de voir le Rassemblement national. Vous avez été le premier parti au premier tour. J'ai toujours dit que... Au deuxième tour aussi, 11 millions de Français. Mais si on a été élu, c'est parce que les Français l'ont décidé. Vous avez fait des arrêtez ça. Oui, enfin, le résultat, aujourd'hui, on le connaît tous. Et aujourd'hui, la question qui se pose, je vous le dis, c'est que vous porterez une responsabilité. En faisant cette motion de censure, vous allez conforter votre socle de base, c'est-à-dire les gens qui ont voté pour vous, qui sont anti-système. Mais je pense que la droite que vous voulez conquérir pour le deuxième tour de la présidentielle, vous les avez définitivement perdus. On respire un court instant, 60 secondes chrono, le temps pour Maureen Vidal de nous rappeler l'essentiel de l'actualité. On reprend les débats. À tout de suite.
Alors qu'une trêve fragile avait été décrétée entre Israël et le Hezbollah depuis mercredi, le mouvement libanais a mené ses premiers tirs sur une position israélienne, un acte qualifié de violation grave du cessez-le-feu par Benyamin Netanyahou. Israël a riposté ce lundi soir en menant des frappes sur des cibles terroristes au Liban. 9 morts ont été recensés selon Beyrouth. Le procureur de la République de Saint-Brieuc a donné une conférence de presse cet après-midi. Toutes les pistes sont envisagées concernant la disparition de la jeune Morgane. Un appel national a été lancé par la gendarmerie en vue de récolter le plus de témoignages possible à l'adresse suivante, morgane@gendarmerie.intérieur.gouv.fr. Une information judiciaire a été ouverte. Un dispositif de sécurité exceptionnel à l'occasion de la réouverture de Notre-Dame de Paris ce week-end. Le préfet de police de Paris l'a annoncé. 6 000 policiers et gendarmes seront mobilisés, ainsi que des moyens performants inspirés des Jeux Olympiques. Objectif ultime, la lutte contre le terrorisme. Merci beaucoup, Maureen Vidal. On vous retrouvera à minuit pour l'édition de la nuit. Marine Le Pen qui justifie cette motion de censure tout à l'heure aux 4 colonnes, cette fameuse salle de rencontre entre la presse et les députés à l'Assemblée. Nous avons fait des propositions au gouvernement de manière avec droiture, avec loyauté. Nous n'avons rien caché de nos souhaits pour les Français. Il ne me semblait pas que cette demande était insupportable. Et je pense même qu'il était insupportable de la refuser. Les choses étaient claires. M. Barnier n'a pas souhaité répondre à la demande des 11 millions d'électeurs du Rassemblement national. Il a dit que chacun assumerait ses responsabilités. Nous assumerons donc les nôtres. On a quand même la sensation, Laure Lavalette, pardonnez-moi, que Marine Le Pen voulait à tout prix censurer le gouvernement, quelles que soient les concessions qui auraient été données. Que cette liste de courses, elle n'avait pas de fin. Mais c'est faux. Cette liste de courses, elle n'a jamais évolué en 1 mois et demi. Elle n'a pas évolué. Et la mesure dont nous parlons, c'est 3,5 milliards. Alors effectivement, pour les gens qui nous écoutent, 3,5 milliards, c'est colossal. Mais c'est 0,5 points du budget total de la sécurité sociale. C'était quoi ? Encore une fois, je pense qu'il y a eu un chantage. Et de concession en concession, comment on comble ce déficit abyssal ? C'est ça le problème. Mais parce qu'attendez, est-ce que l'État a fait... Ça coûtait combien les concessions de Marine Le Pen ? Est-ce que l'État a fait la moindre économie structurelle ? En fait, c'est comme si vous êtes à table, vous dites à vos enfants, servez-vous moins, mais par contre, moi, je vais me resservir. Mais c'est pas possible. Les Français, les retraités ne peuvent pas être la variable d'ajustement des mauvais choix politiques, de la faillite du gouvernement. Ils ont fait 1 000 milliards de dettes en 7 ans, vos amis, monsieur Ramos. C'est autant qu'entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et les années 2000, c'est colossal. Le chaos. Mais vous avez une solution ? Et à la fois permettre aux Français de consommer. J'entends ce que vous dites. 1200 agences d'État, l'agence de l'eau, les ARS, 80 milliards par an. Avec vous, c'est colossal. Avec vous. Oui, d'accord. Mais il va pas y avoir pas de foire d'empoigne. Pas de foire d'empoigne. Ce que je veux dire, c'est qu'il va pas y avoir un Premier ministre RN avec une majorité qui va appliquer ce programme. C'est ça ce que je veux dire. Donc ce programme ne s'appliquera pas. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y aurait un Premier ministre qui ne prendrait aucune des propositions que le RN fait ? Il a quasiment même si, bon, vous plaisantez, on en avait 80. Face à vos micros, s'il vous plaît. Il y en a pris 3. Et Pierre Lelouch ensuite. Dans ce budget, la seule entreprise gagnante de France avec vous, ça aurait été Gillette. Vous avez rasé gratis pour tout le monde. Et ça distribue. Et ça distribue. 40 milliards d'impôts. Ça, c'est l'esprit buvette de l'Assemblée, là. Vous n'avez fait que distribuer. Non, mais c'est pas vrai du tout. Il y a un contre-budget que Jean-Philippe Tanguy, qui est quand même quelqu'un de très sérieux, qui vous a donné 80 mesures. On rasait gratis avec vous. C'est pas vrai du tout. Honnêtement, c'est pas vrai du tout. Tous les Français peuvent aller voir sur le site du Rassemblement national. Il y a le contre-projet qui était très bien. Moi, je veux bien qu'on m'attaque parce que les propositions que nous proposons. Le gouvernement vous a lâché 10 milliards d'économies, je crois. Un peu plus même. 10 milliards. Enfin, ils étaient financés, ces 10 milliards d'économies. Nous avons dit qu'il fallait aller chercher de l'argent sur la fraude, qu'il fallait chercher de l'argent justement sur des mesures structurelles avec ces agences de l'État. Pourquoi pas sur l'immigration de guichet social. Bon. Enfin, je veux dire, on propose des solutions. Pierre Lelouch. Et puis je voudrais qu'on parle de la gauche ensuite. Mais elles y sont. Pierre Lelouch. Non, mais je pense que le débat montre qu'on n'en sort pas, contrairement à ce que vous disiez. C'est ça qui est terrible. Et ce que dit Monsieur Wizine, à entendre, à 3, on n'est pas capable de se mettre d'accord et d'aller vers quelque chose. On est nombreux, moi je représente 11 millions de gens, ça fait beaucoup de gens aussi pour être d'accord. Ça ressemble à rien, chacun va... La vérité, c'est que le pays a besoin d'une clarification politique. Je crois qu'il est dans l'intérêt du pays d'aller rapidement à une élection présidentielle. Je sais bien qu'on ne peut pas dissoudre jusqu'au mois de juillet, mais il faut au moins un cap qui soit clair. Un signal du peuple dans une direction ou dans une autre. Si c'est
la France bigarrée, multitruc à la Mélenchon, allons-y, et c'est une France de gauche ou d'extrême gauche, ou bien si c'est un message de droite. C'est ça le message, la clarification que le pays entend. Après, il y aura une clarification législative qui suivront. Mais rester dans cette espèce de magma de discussion qui tourne en rond, on n'en sortira pas. Deuxièmement, je dirais, pour revenir, vous savez, l'origine, j'ai parlé de juin, mais l'origine, c'est quand même l'élection baroque de M. Macron, suivie par ses législatives ratées, où il n'a pas la majorité. À ce moment-là, Nicolas Sarkozy lui dit, la seule façon de t'en sortir, c'est de faire une alliance avec LR. M. Macron a refusé. Il l'a fait après avoir perdu la dissolution. Dans des conditions où ça ne suffit plus pour faire une majorité. Avant ça, il avait une majorité. Il pouvait gouverner. Il a refusé de faire ça. On se retrouve... Non, il avait une majorité avec LR. Là, il n'y a plus. Donc, de toute façon, c'est mort. J'ajoute que la seule chose, mais encore, c'était très difficile. Quand Barnier est arrivé, après tous ces mois, ces semaines d'hésitation, les Jeux Olympiques pour gagner du temps, puis encore 2 mois, etc., la seule façon où il pouvait essayer de s'en sortir, c'était de prendre les Français à témoin, de s'appuyer non pas sur l'Assemblée, contrairement à ce que vous dites, mais sur le peuple, qui lui comprend qu'on est en déclin et comprend qu'on est dans la difficulté. En disant, voilà, la France aujourd'hui vit très au-dessus de ses moyens, elle dépense 900 milliards de dépenses sociales. Il faut enlever 5 à 10%. C'est jouable. Et s'il s'appuyait sur l'opinion publique pour dire « je vais les trouver », là, ça pouvait avoir une chance de passer. Ça pouvait, parce qu'il fallait encore le faire voter, même s'il avait demandé une loi d'habilitation, pas sûr qu'on lui ait donné, passer par ordonnance. Mais la façon dont il a fait, de rentrer dans les circonvolutions de chaque parti politique, il ne pouvait pas s'en sortir. La preuve, c'est qu'on est là exactement où il devait arriver. Je le regrette, pour lui, parce que j'ai rien contre lui, j'ai des amis de ma ex-famille politique qui sont avec lui, qui essayent de sauver le navire, mais le navire, il est mort. Et tout navire alternatif connaîtra exactement le même sort. C'est pour ça qu'on n'en sortira que par une clarification au sommet de l'État. Je vous le dis, et elle arrivera beaucoup. Ou par un non-vote de cette censure par les socialistes, peut-être, et que le gouvernement Barnier reste en place, parce que c'est une option qui est assez improbable, mais qui reste dans le champ des possibles dans les 48 heures qui viennent. Je me permets de me tourner vers le sénateur socialiste qui est avec nous, et Pierre, vous reprendrez évidemment ensuite. Est-ce que le PS a intérêt, franchement, à voter cette censure? Alors, vous êtes au Sénat, mais évidemment que vos collègues de l'Assemblée sont sur la même ligne. Est-ce que ils sont prêts à le faire? Est-ce que aujourd'hui, finalement, le PS, à l'arrivée, en tout cas dans 48 heures, sera responsable de la chute de Michel Barnier ou non? Je réponds à M. Lelouch et je réponds à votre question. Allez. Juste un mot pour M. Lelouch. En fait, la différence entre vous et moi, c'est que vous continuez à attendre le salut du président de la République. C'est-à-dire que vous pensez encore qu'il va prendre une décision qui pourrait sortir le pays de l'ornière. Moi, j'ai cessé de le penser. Donc, je m'intéresse à ce qui est possible de faire. Et ce qui est possible de faire, c'est la question de l'Assemblée nationale. Et ensuite, pour répondre à votre question plus directement, évidemment que le Parti socialiste va voter la censure, mais pour une raison assez évidente, c'est que vous l'avez vu, et tout le monde l'a vu, tous nos téléspectateurs l'ont vu. À aucun moment, Michel Barnier n'a tendu la main d'une quelconque manière. On lui a écrit à 2 reprises avec des lignes rouges et des lignes claires. Les seules lignes rouges qui l'ont intéressé sont celles du Rassemblement national. Ouais, vous pouvez aussi faire le choix de passer outre ça et de vous dire l'intérêt de la nation me dicte de ne pas voter cette censure, de ne pas suivre la France insoumise et de montrer que les socialistes sont les socialistes et que nous sommes un parti qui prône la stabilité, un parti républicain et un parti qui va empêcher justement cette chienlit entre guillemets. Là, on est dans une grande confusion en fait. Nous, quand on va devant les électeurs, on y va avec des idées, on y va avec une vision, on y va avec un projet. Donc, quand on revient devant le Parlement, on va pas faire comme si si on avait décidé de voter la non-censure, c'est pourquoi? C'est parce qu'on aurait eu des victoires sur des choses essentielles. Et vous avez une occasion en or de vous démarquer de LFI dans les 48 heures, là. Vous avez une occasion en or. Mais nous, on n'est pas dans la petite stratégie. Quelle est mon occasion de me démarquer de LFI, de ne pas m'en ne pas m'en démarquer? Comment vais-je faire? En fait, on se pose pas la question en ces termes. Vous l'avez peut-être pas compris, mais non, je l'ai pas compris. Non, mais vous êtes là pour me l'expliquer. On se pose la question en
qu'est-ce qui est bon pour le pays, quel pas aurait pu être fait, on en a proposé, qui nous aurait permis d'aller vers une non-censure. C'est bon pour le pays, d'aller vers alliance une avec non-censure, avec une non-censure. C'est bon pour le pays, votre alliance avec Mélenchon? Écoutez, nous, ce qui est bon pour le pays avant tout, c'est que, en effet, avec le Front républicain, on a évité l'accession aux responsabilités du Rassemblement national. Mais après que le bloc central ait refusé de faire ce travail de Front républicain qui impliquait le Front républicain au sein de l'Assemblée nationale, c'est votre responsabilité, je suis désolé de le dire, et c'est ce qui rend aujourd'hui la situation si difficile. Richard Ramos, et on va entendre Mathilde Panot sur cette censure. À l'Assemblée nationale, il y a beaucoup de socialistes qui aimeraient travailler avec le socle commun, mais qui sont tenus électoralement, ils le disent, par les LFI. Et donc aujourd'hui, électoralement, le PS a des députés parce qu'ils ont été avec LFI. Moi, ce que je crois qu'on va accélérer, mais Lelouch a raison, ce sera une clarification politique. Et je crois que pour la Macronie. Et je crois que le prochain Premier ministre... Ils sont un petit peu moins tenus quand même. Le prochain Premier ministre devra entretenir avec Madame Le Pen des relations qui sont cordiales et viendra très vite sur la table la proportionnelle. Je pense que le Rassemblement national et quelque part le PS, pour se détacher des LFI, auront besoin, dans les mois qui viennent, pour la clarification qu'a donné M. Lelouch, de la proportionnelle. Je comprends pas pourquoi vous me dites qu'il y a des bons et des mauvais sujets. Pourquoi c'est un mauvais sujet de retrouver une identité politique et de se départir de cette œuvre qui est LFI et qui vous a mangé. C'est votre analyse. Mais c'est mon analyse. Oui, vous êtes un petit peu perdu dans le NFP. Alors, je voudrais juste que M. Rizzi me réponde. Oui. Pour vous répondre, les lignes de non-censure, je vous ai même pas parlé de celle du NFP. Je vous ai parlé de celle qu'a mis le président du groupe socialiste, qu'il a décidé au sein du groupe socialiste. Donc, c'est au sein du groupe socialiste que la discussion a eu lieu sur ce qu'étaient nos lignes. Sans influence de Jean-Luc Mélenchon. Mais vous imaginez quoi? Que dans nos réunions de groupe, il y a une photo de Jean-Luc Mélenchon. On imagine très bien l'influence qu'il a. On se pose la question de comment on va faire si Jean-Luc Mélenchon... Non, les choses se posent pas comme ça. Vous savez comment ça s'appelle, votre truc? Ça s'appelle le syndrome de Stockholm. Vous savez ce que c'est que le syndrome de Stockholm? C'est l'otage qui remercie son syndrome de Stockholm. C'est l'otage qui remercie son bourreau. Et quand on a détruit, comme vous, le parti de Jaurès pour se vendre à des extrémistes qui n'ont en tête que le vote immigré et que l'antisémitisme, si vous voulez, j'ai honte pour vous de vous allier avec des antisémites ouverts. J'ai honte pour vous. Moi, je pense que monsieur... Pas d'attaque personnelle et Nicolas Bouzou reprend. J'allais dire qu'il n'y avait pas de tort. Ça partait bien pourtant. Elle dit que j'ai pas tort, Madame Lavalette. On la garde, on la met dans la boîte, on vous l'enverra. Je vous l'enverrai. Je voudrais dire un mot sur le rôle important de la gauche, parce que dans l'histoire du XXe siècle, on a déjà connu ce type de situation parlementaire. C'est toujours très compliqué. Et notamment, vous avez un épisode qui est assez connu, qui est l'épisode Poincaré. Ça devait être en 1926 ou 1927, quelque chose comme ça. Où, en effet, on a réussi on a réussi à faire quand même une majorité, alors qu'on avait une situation financière qui était extrêmement compliquée, mais avec des gens qui partager un socle de valeurs, qu'il s'agisse de la droite et de la gauche. Et là, si le Parti socialiste, donc c'est pas un petit sujet, si le Parti socialiste n'avait pas cette alliance avec LFI, qui évidemment ne partage pas les valeurs du socle républicain, enfin, vous pouvez pas diviser la France, attiser l'antisémitisme, etc., et dire que vous faites partie, c'est pas possible. Et le Parti socialiste ne partage pas ça en plus. C'est ça le pire. Il y avait eu le congrès de Tours avant Poincaré. Il y avait eu le congrès de Tours en 1920. Donc, si le Parti socialiste avait clarifié ses idées, et s'il était, tout en restant de gauche, moi je ne suis pas de gauche, mais voilà, et restait raisonnable, il aurait pu contribuer à aider la France à passer cette mauvaise passe, et puis à se présenter aux élections et aller gagner. On va accélérer un petit peu, parce que j'ai plein de choses à vous faire entendre et à vous faire commenter. Johan, vous allez reprendre, je voudrais juste qu'on entende Mathilde Panot, la chef du groupe LFI tout à l'heure, sur cette motion de censure. Après avoir entendu la chef de groupe RN, voici celle de LFI donc. Nous censurerons ce gouvernement. Et Michel Barnier restera probablement dans l'histoire comme le Premier ministre qui aura eu le mandat le moins long comme Premier ministre de la Ve République. Nous le censurons et contrairement à ce que disait le Premier ministre à l'instant, ce ne sera pas le chaos après que M. Barnier et son gouvernement soient partis. C'est aujourd'hui un chaos politique que nous vivons du fait à la fois du gouvernement de M. Barnier, mais aussi de la présidence d'Emmanuel Macron. Yohann Usaï. Le Parti socialiste va censurer le gouvernement parce que ce budget est un mauvais budget, de leur point de vue. Ça peut s'entendre. Ils vont censurer le budget et donc censurer le gouvernement. C'est l'intérêt qu'ils ont en commun avec la France insoumise. Enfin, en tout cas, c'est ce vote qu'ils auront en commun avec la France insoumise. Mais leur intérêt commun s'arrête là. C'est-à-dire que la France insoumise
souhaite par exemple une présidentielle anticipée, alors que le Parti socialiste ne veut pas de présidentielle anticipée. Vous ne les suivez pas là-dessus. Mais non, naturellement, parce que là, les intérêts divergent évidemment. Parce que la France insoumise a un candidat qui est prêt, qui a un projet, c'est Jean-Luc Mélenchon. Évidemment. Le Parti socialiste, lui, n'est absolument pas prêt. Non seulement ils n'ont pas de candidat, mais ils n'ont pas de projet. D'ailleurs, ils n'ont pas intérêt non plus, les socialistes, à avoir un candidat de gauche nommé à Matignon, notamment Lucie Castet. Les socialistes n'ont aucun intérêt. Vous répondrez. Les socialistes n'ont absolument aucun intérêt, et la plupart d'entre eux, enfin un certain nombre d'entre eux, ne veut surtout pas aller gouverner avec la France insoumise, parce que leur projet commun, le projet du NFP, est un projet qui a été écrit sur un coin de table en quelques jours, et les socialistes, une partie des socialistes ne partagent pas du tout ce programme-là, qui est quand même un programme qui a été écrit principalement par la France insoumise et qui est un projet extrémiste. Tout est faux. Ah oui, le programme économique du nouveau Front populaire, c'est celui de Jean-Luc Mélenchon. Mais attendez, sur la question fiscale. Vous savez à combien était le programme de Mélenchon ? 250 milliards d'euros. Vous savez à combien suit le NFP ? 100 milliards d'euros. Donc déjà, c'est pas du tout le même programme. C'est pas du tout le même. Non, mais rien que 100 milliards d'euros, le fait que vous le disiez devrait quand même le même ordre de grandeur. D'accord ? Et ça n'a rien à voir sur le fond. Ensuite, en effet, vous l'avez dit, et d'ailleurs, monsieur Lelouch, vous qui êtes sur la ligne de la France insoumise, sur la question de la présidentielle anticipée, qui voulait précipiter... Je suis sur la ligne de l'intérêt de la France. Arrêtez avec vos trucs qui ne tiennent pas 2 secondes là. C'est vous qui... Arrêtez de raconter. Soyez constructifs, s'il vous plaît. L'intérêt de la France, c'est une clarification, c'est pas de rester comme ça jusqu'au mois de juillet. Monsieur Wizy, est-ce qu'on peut laisser terminer Alexandre Wizy ? Nous, sur la question du gouvernement, on est clair. On souhaite qu'il y ait un gouvernement de gauche, vous avez tort, que ce soit Lucie Castet, que ce soit un socialiste, que ce soit quelqu'un d'autre. On souhaite qu'il y ait un gouvernement de gauche qui soit ouvert sur une assemblée de front républicain, qu'on revienne à la source de ce vote. Donc pas un gouvernement pleinement NFP, c'est différent. C'est différent. Un gouvernement de gauche ouvert sur une assemblée de front républicain, sur une assemblée de front républicain. En fait, nous, la question gouvernement... Ça pour Jean-Luc Mélenchon, ça fait ravaler, attention. Mais vous savez, nous, on se pose pas la question... Il faut convaincre les centristes de rejoindre Mélenchon. Il faut le prévenir, Deuxième point, en effet, sur la présidentielle anticipée, nous, on considère que c'est pas la solution qui déboucle le pays, contrairement à vous et à Jean-Luc Mélenchon, monsieur Lelouch, et qu'on considère que ça n'a aucun sens aujourd'hui d'aller dans une présidentielle anticipée. Voilà, c'est tout. Il y a une différence d'interprétation. On pense que pour appliquer notre projet, finalement, aujourd'hui, on a plus de chances via la gouvernementalité, via un Premier ministre de gauche, que via une présidentielle anticipée dont l'issue est plus qu'incertaine. Sauf que vous n'avez pas gardé, avec l'état de l'Assemblée nationale, je dis, après j'arrête, aujourd'hui, avec l'état de l'Assemblée, jusqu'au mois de juillet, aucun projet politique n'est possible. Aucun. Donc, l'intérêt de la France, c'est d'en sortir. Comme on ne peut pas en sortir par la législative, le Parlement, il faut en sortir par la décision du président de bien vouloir accepter. Je vois que j'ai plus confiance que vous dans les parlementaires. Je vois que c'est ça notre principal différence. En tout cas, il faut réfléchir à la proportionnelle, parce que la même cause entraînant les mêmes effets s'il y a une dissolution et qu'il n'y a pas de changement de scrutin. Ce scrutin uninominal à 2 tours n'étant plus du tout adapté, il était pour une bipolarisation du monde politique. Vous dites ça alors que c'est quasiment une assemblée à la proportionnelle qui a été donnée au à la proportionnelle, nous serions majoritaires. Mais non, bien sûr. Mais évidemment. Vous ne seriez pas majoritaire, vous avez pas fait 50%. Est-ce que vous avez fait 50%? Je vous assure que si c'était avec la proportionnelle, vous verrez qu'une majorité... 50%. Non mais attendez, d'accord, on est bien... Est-ce que vous avez fait 50%? Il a raison. Oui, vous avez raison. Pardonnez-moi, mais... Bon, des réactions de votre ancienne famille politique, comme vous aimez l'appeler, cher Pierre Lelouch. Bruno Retailleau, qui là encore s'adresse à Marine Le Pen, en mêlant ses voix à l'extrême gauche et en s'enfermant dans une logique de chaos. Marine Le Pen montre qu'elle n'a d'autre objectif que son agenda personnel. La dernière candidate à la présidentielle pour LR, c'est évidemment la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Le RN et LFI, dit-elle, main dans la main pour rajouter du chaos politique à la crise économique et morale que nous traversons. Elle estime que la copie de Michel Barnier était certes imparfaite, mais qu'elle aurait permis de sauver la barque. Valérie Pécresse qui fustige l'irresponsabilité des extrêmes qui risquent de nous mener tout droit dans le mur de la crise financière. C'est vrai qu'il y a cette petite musique, Laure Lavalette, qui nous fait nous dire que Marine Le Pen est un petit peu tombée dans le piège de son propre électorat. C'est-à-dire qu'elle a satisfait ces 11 millions de Français que vous décrivez, qui pour quasiment, je crois, 60% d'entre eux, 60% oui. Souhaitaient donc cette censure, mais qu'à l'arrivée, non, ça ne va pas dans le sens des Français. Et je reprends le débat là où l'a commencé il y a 50 minutes. Les Français sont les perdants ce soir. Non, mais c'est pas vrai. Ce que vous dites est faux, Julien, parce que moi j'ai été élue avec la
promesse. C'est faux ce que je dis, vous dites. J'ai été élue avec la promesse de garantir le pouvoir d'achat des Français. Ce budget-là faisait exactement l'inverse. Je rappelle qu'il y a 40 milliards d'impôts et de taxes supplémentaires, des taxes sur les entreprises, des taxes sur les Français qui travaillent. Ils ne sont évidemment pas les gagnants de ce budget 2025. Pas du tout. Et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure sur les incertitudes des 300 000 personnes qui perdraient un peu d'argent si on passait avec le budget 2024, je vous ai montré qu'effectivement, avec des amendements sur la loi spéciale, nous arriverions à rééquilibrer tout ça. Donc, mais on peut encore amender ? Non, il faut faire une loi. La loi spéciale qui mettrait en branle. Il faudra que le nouveau gouvernement va faire une loi. De toute façon, il va falloir. Non, bien parce que de toute façon, il va falloir que cette loi spéciale soit en branle, puisqu'il va falloir un budget. C'est ce qui s'est passé en 79. Et ça se repassera là. Je crois quand même, Monsieur Pasquier, que vous avez raison. Je pense que Mme Le Pen, elle s'est mise sur son cœur de cible. Elle s'est mise sur son cœur de cible. Elle avait, dans ses électeurs, dans les 11 millions, elle avait, c'était 30 et c'est passé à 60% des gens qui sont anti-système et qui voulaient qui voulaient faire claquer le système. La motion de censure, elle s'est recentrée comme une primaire d'ailleurs sur son cœur de cible. Je pense que là, elle obère sa chance parce qu'elle joue sa carrière aussi personnelle de la présidentielle. Elle n'ira pas chercher les électeurs de droite qui voulaient finalement une forme de quelque chose de stable avec Madame Le Pen. Je pense que là, elle a perdu tous les électeurs de droite en se recentrant sur ses électeurs antisystème. Il ne faut pas faire peur aux Français. Écoutez votre patronne et vous reprenez. Il n'y a aucune raison, encore une fois, d'essayer de diriger le choix des Français par la peur. Une motion de censure est une motion de censure. On censure le gouvernement, c'est tout ce que ça veut dire. À partir du moment où des groupes déposent des motions de censure, l'objectif est exactement le même. Il n'y a pas dans notre pays de mise en place d'une majorité ou d'un gouvernement alternatif, ça n'existe pas. Voilà. Donc nous souhaitons voter cette motion de censure, nous déposons donc une motion de censure, et nous allons la voter parce que les Français en ont soufflé. Est-ce que c'est contre l'intérêt du pays ? Vous avez dit que je disais une bêtise, vous, Pierre Lelouch, que ça va dans l'intérêt du pays. Je pense honnêtement que le budget tel qu'il était fagoté avec ses 40 milliards d'impôts aurait donné un coup de massue terrible pour le pays. Honnêtement, si j'avais été à l'Assemblée aujourd'hui, il y a le paradoxe de ce déficit. J'aurais fait une bronca pour ne pas le voter. Oui, mais tout simplement parce que... Et le paradoxe du déficit, qu'est-ce que vous me répondez à ça ? Ça m'intéresse. D'accord, mais... Voilà. Je suis d'accord du point de vue de l'analyse avec Pierre Lelouch, mais j'en tire pas la même non, mais ça veut dire, conséquence politique. Ça veut dire, Monsieur Bouzou, que s'il y a une chance pour trouver un système temporaire, qui serait la loi temporaire pour calmer les choses au niveau de 2024 et éviter un matraquage supplémentaire en donnant un signal en plus, il faut aussi être intelligent avec les marchés, nos partenaires étrangers, en disant voilà, on est en cours de clarification. C'est pour ça que l'élection présidentielle est importante. Il faut faire tout ça et c'est faisable avec un peu de sagesse. Mais c'est exactement ce qui va se passer. Mais honnêtement, maintenir ce navire à la dérive qui traîne depuis des mois sans cap, avec des petits bouts, donne-moi 3 milliards ici. Je vais vous donner un exemple. Je connais plein de gens qui ont 800 euros de retraite et qui ont 100 balles, 150 balles pour manger à la fin du mois, qui ont travaillé toute leur vie. Je regarde maintenant l'AME, 1,3 milliard. Les 500 000 migrants sans papier ont droit à la santé gratos en France. Et si vous regardez, et ça a été écrit par des journalistes, par le rapport du Conseil de la Sécurité sociale, les pathologies les plus lourdes sont infiniment plus grandes chez ceux qui viennent se soigner en France, sans papier. Le rapport Stefanini, dit non, ne sortez pas le rapport. Je vous parle du dernier. Ne me coupez dit exactement. Vous voulez me couper parce que ça vous ennuie ce que je dis ? Non, parce que c'est faux. Le prorata des maladies lourdes chez les migrants est de 80%. Mais c'est faux. 30 à la moyenne. C'est quel rapport ça, Pierre Lelouch ? Le rapport Stefanini dit exactement le contraire. C'est même pas moi, c'est un homme de droite qui le dit. Donc si vous voulez, c'est même pas. Patrick Stefanini est un de mes bons amis. Patrick Stefanini, lisez son rapport, vous allez voir, je vous demande des choses. Regardez le rapport de la Commission des affaires sociales, je sais plus comment... Oui, ben voilà. De toute façon, c'est un enjeu d'humanité. Ce rapport vient d'être... Ce rapport a été annoté par Judith Vintraube il y a 15 jours dans le Figaro Magazine, il y a une page pleine. Je vous donnerai, si vous voulez,
les coordonnées précises de ce rapport. On réglerait ça après l'émission. Il y a une évaluation de l'AME commandée par le gouvernement. Ça veut dire que si on avance l'AME, on a compris. Si le gouvernement voulait faire a fait la démonstration qu'il n'y avait pas de sujet. Donc si vous voulez couvrir la voix de quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous, d'abord, c'est mal élevé. Et deuxièmement, ça ne veut pas dire que vous avez raison. D'accord ? C'est pas celui qui parle le plus fort qui a raison. Bon, on avance. On a compris que sur l'AME, on ne vous mettra pas d'accord et malheureusement, j'ai pas les rapports sous les yeux, donc je peux pas arbitrer. J'ai une anecdote marrante. J'ai croisé un député de la minorité présidentielle qui m'a dit que si on votait à bulletin secret la motion de censure, il y aurait plus de 500 personnes, 500 députés qui voudraient faire tomber le gouvernement. Qui vous a dit ça ? Je ne dirais pas, évidemment. Ah bah oui, mais c'est vous dire, et on l'a vu pendant toute l'étude. C'est Richard Ramos ? Mais on l'a vu pendant toute l'étude du budget quand vous aviez des députés de la majorité qui faisaient des amendements de suppression sur des articles de gouvernement. Ouais. Je veux dire, personne ne veut de ce budget. Même la minorité présidentielle ne veut pas de ce budget. Donc arrêtons de faire croire que c'est une mauvaise chose qui tombe. Bon. C'est la bonne nouvelle. Allez, Nicolas Bouzeux, puis je voudrais qu'on parle d'Emmanuel Macron également. Par rapport à ce qu'a dit Marine Le Pen qu'on vient de voir, elle dit faut pas avoir peur parce qu'il y a une censure et la censure c'est quelque chose qui existe et il y a d'autres pays dans lesquels les gouvernements tombent et ça se passe bien. Elle a raison. Les marchés notamment savent bien qu'on est dans des pays démocratiques et que les gouvernements peuvent tomber et ça pose pas plus de problèmes que ça. Sauf que là, en France, on est dans une situation particulière. C'est que derrière ce gouvernement qui va tomber, il n'y a pas d'autre gouvernement possible, crédible, avec une meilleure stratégie financière. Et c'est là où je suis moins optimiste que Pierre Lelouch sur la suite. C'est que je pense, comme vous, je fais le même diagnostic que vous sur le budget. Je pense que c'était pas un bon budget. Mais je ne pense pas qu'il y a de possibilité d'avoir un budget qui soit meilleur là dans les mois qui viennent. Ils sont pas meilleurs. C'est ça qui m'inquiète. Oui, mais qui va les faire voter ? Oui, mais j'entends bien. Je suis bien d'accord sur le fait qu'il y a des économies à faire. Monsieur Barnier aurait pu faire des économies sur l'immigration, le guichet social, sur l'aide au développement, sur la fraude fiscale et sociale. Pour ça. Enfin, bien sûr qu'il pouvait très bien, ne serait-ce que faire des pas vers nous et nous serions abstenus. Et à ce moment-là, il serait passé. Bon. Je voudrais juste tiens, regardez, c'est en bas de votre écran. Monsieur Barnier censuré mercredi et après. Je voudrais qu'on fasse, avant de parler du chef de l'État et d'une démission qui est demandée et qui se fait de plus en plus pressante sur les épaules d'Emmanuel Macron qui est en Arabie Saoudite ce soir. Dans les 2 jours qui viennent, très concrètement, très factuellement, qu'est-ce qui va se passer ? C'est-à-dire que dans 48 heures, on retrouve les joies de ce qu'on appelle, de ce que certains ont découvert entre la dissolution et la nomination de Michel Barnier, c'est-à-dire un gouvernement démissionnaire. Et ensuite, le chef de l'État nomme un nouveau Premier ministre. Des noms circulent déjà. Emmanuel Macron qui dit depuis l'Arabie Saoudite, selon des propos rapportés, qu'il veut, contrairement à la nomination de Michel Barnier, aller très vite, le plus vite possible. Hein, et qu'il a déjà commencé à réfléchir d'ailleurs. Bon, ça c'est évident. Évidemment, il veut aller vite. D'ailleurs, il considère depuis plusieurs jours, vous le savez, que cette motion de censure, elle est inéluctable pour Michel Barnier. Donc, on peut imaginer qu'il l'a anticipé, qu'il a commencé à réfléchir, certes, et que ça ne durera pas aussi longtemps que l'été dernier, pour une raison qui est simple, c'est que chaque jour supplémentaire, désormais, à partir de mercredi soir, avec un gouvernement démissionnaire, est un jour de plus où le Rassemblement national et la France insoumise vont demander la démission d'Emmanuel Macron. C'est un jour de plus où la pression politique, où la pression populaire concernant sa démission va s'accentuer sur lui. Donc, il aura intérêt à aller effectivement le plus vite possible, que ça prenne si possible quelques heures, qu'il nomme un Premier ministre jeudi matin. Ça veut dire concrètement, Johan, que Emmanuel Macron, à l'heure où l'on se parle, il a le nom de son Premier ministre en tête. Enfin, il a le nom. Ça fait longtemps qu'il a le nom. Ça fait longtemps que la censure plane. En tout cas, il est évident qu'il a anticipé ça, parce que comme le dit Laure Lavalette, cette censure, elle pouvait tomber à n'importe quel moment. Donc, il a anticipé ça. Et encore une fois, plus ça va durer pour lui, plus ça va devenir difficile. Donc, idéalement pour lui, démission, censure du gouvernement. Donc, on a un gouvernement démissionnaire dans la seconde qui suit la censure. Idéalement, il revient d'Arabie Saoudite mercredi soir. Il convoque éventuellement un nouveau Premier ministre à l'Élysée jeudi matin. Et vendredi, on en a dans la foulée. Après avoir pris le pouls du Rassemblement national, parce qu'on en revient toujours à la même chose, il va falloir qu'il soit RN compatible, ce Premier ministre, et que avec une Marine Le Pen qui reste toute puissante, et que sa RN compatibilité entre guillemets ne fasse pas fuir non plus les macronistes du bloc gouvernemental. Et si je vais un tout petit peu plus loin, donc on se retrouve avec des gouvernements qui vont s'enchaîner les uns après les autres, sauf miracle politique, qui ferait, comme le disait Monsieur Wizy, ça ferait que certains dépassent un jour peut-être les clivages pour s'entendre, mais ça a très peu de chances d'arriver. J'ai retrouvé, je regardais la source,
Rapport de l'IGAS 2019. Il est dur au mal, hein. Rapport de l'IGAS 2019. Moi, Inspection générale des affaires. On va pas refaire le film, là. On refait pas le film. Oui, il arrive d'avoir des mémoires, mais là, voilà. Moi, je suis pas d'accord avec vous, Julien, parce qu'il ne s'agit pas tant d'une question d'hommes, mais d'une question de ce qu'ils vont produire. On juge un arbre à ses fruits. Si quelqu'un qui est nommé par le président de la République demain fait un budget, un nouveau budget, en ne voulant pas désindexer les retraites sur l'inflation, en ne déremboursant pas les médicaments. Mais dans quel pays imaginaire un Premier ministre qui n'est pas du Rassemblement national constitue un budget qui vous satisfasse? Excusez-moi, dans un pays pas imaginaire du tout, qui sait que le Rassemblement national fait 11 millions d'électeurs. Enfin, je veux dire, mais c'est ce qu'il faut espérer pour la France, hein. J'ai envie de dire. C'est pas pour nous, pour le Rassemblement national. Un mot, mais il semble évident que le prochain Premier ministre va indexer l'ensemble des pensions de retraite. Sinon, il sera à nouveau censuré dans la seconde par le Rassemblement national. Et à quel moment on fait des économies dans ce pays? Mais il y en a plein. On a plein de pistes d'économies, Julien, parce que je viens de vous en dire, l'aide au développement. L'immigration de guichet social. Ce ne sera pas un gouvernement et un Premier ministre Rassemblement national. Et alors, quand il fait que le ciel est bleu, c'est pas parce que moi, du Rassemblement national, je dis que le ciel est bleu, que le ciel est bleu. Si vous dites, je dirais la même chose que vous. Alors, conversation parallèle. Votre prochain Premier ministre, vous dites que le président a déjà en tête, c'est probablement exact, au moins un ou deux noms. Mais qu'est-ce qui vous garantit qu'il durera plus de 2 semaines ou 3 semaines? Mais rien ne me garantit. Voilà. Non, c'est ça. Rien. Donc on est sur le serpent qui se mord la queue et on va retourner comme ça jusqu'au mois de juin prochain et une prochaine dissolution ou cette éventuelle démission du chef de l'État. Alexandre Ouizille et Richard Ramos. Et on parle d'Emmanuel Macron après. Ce qui me fascine dans votre analyse, Monsieur Usaï, c'est quand même que vous tenez pour acquis le fait que le sens du vote est complètement effacé. C'est-à-dire que vous dites il faudra trouver un Premier ministre RN compatible. Monsieur, c'est le premier groupe politique à l'Assemblée nationale. Pardon, excusez-moi. Le sens du vote, quel était-il? Encore une fois, c'était de dire que le Nouveau Front populaire était arrivé en tête. Mais c'est faux. Qu'il y avait un front républicain qui s'était constitué avec des désistements au second tour que les Français ont validé. On les a pas forcés à voter pour le Front républicain. Ils l'ont validé. Et donc la logique politique. Il fait combien de députés ce Front républicain? Combien de députés du Front républicain? Et démocratique. En soi, ça peut faire une majorité de non-censure. Un vote de non-censure. Donc la logique politique aurait été quoi? La logique politique, c'est bien de nommer un Premier ministre de gauche. Vous avez inventé quelque chose ouvert sur une assemblée de Front républicain. Une assemblée de non-censure, c'est quoi? Un accord de non-censure, une assemblée qui fait un accord de non-censure sur un budget. Et vous allez vendre ça aux Français? Ou un Premier ministre qui promet de ne jamais passer par un 49.3. Les Français, ils veulent qu'on ait un budget. Les Français, ils vont comprendre quelque chose à ce que vous racontez? Ils ont voté le Front républicain, ils ont compris ce qu'ils faisaient. Ils sont pas idiots. La dernière fois. Ils ont compris ce qu'ils faisaient. Je peux vous assurer que le Front républicain... Dites pas jamais, parce que... Mais pourquoi c'est la dernière fois? Parce que là, Monsieur Ramos, vous avez fait n'importe quoi. Voilà, vous avez fait n'importe quoi en acceptant la discussion et le partenariat avec le Rassemblement national. Avec les Français, monsieur. En fait, ça vous est tellement insupportable que 11 millions de Français soient d'accord avec Marine Le Pen et Jordan Bardella. Mais non, pas du tout majoritairement. Allez, tiens, je vais saluer. Avant de vous voir, Richard Ramos, je salue le général Cavalier qui nous regarde. Quelles sont les mesures structurelles que le RN propose? Quid de la réduction du nombre de fonctionnaires? Quid de la suppression des 35 heures? Que dit le RN au peuple? Question de Monsieur Cavalier de Paris, j'allais dire. Mais non, il n'est pas à Paris, Bertrand Cavalier. Vous avez tous assisté quand même à cette conférence de presse où Jean-Philippe Tanguy, qui avait travaillé comme un fou, nous a sorti 80 mesures tout à fait détaillées où effectivement gouverner, c'est choisir. On n'est pas d'accord. Prévoir aussi. Non, mais prévoir. Mais on n'est pas d'accord et effectivement on n'a pas les mêmes priorités. Et vous mettez avec le même budget, je pense que je ferai l'exact inverse sûrement de ce que feraient mes collègues en face. Mais il n'empêche que, encore une fois, le train de vie de l'État. La réforme des retraites, vous la brosez tous les deux. Donc allez, on conclut parce que je voudrais que Richard Ramos dise un mot et qu'on parle de la démission du chef de l'État, de l'éventuelle démission. Encore une fois, il n'est pas question pour nous que ça soit la France qui travaille, la France qui se lève tôt, les retraités, les entreprises, les TPE, PME. Globalement, excusez-moi, les hausses de taxes, Monsieur Ramos, vous avez montré exactement l'inverse. Et votre voisin, d'autant plus avec la folie taxière de ses collègues à l'Assemblée nationale. Vous proposez un ISF, du coup, un impôt sur la fortune pour l'épargne avec la citoyenne. Expliquez-nous. On sort le patrimoine. Vous enlevez les agences nationales de santé, les agences de l'eau, comme ça il n'y aura plus de politique publique dans ce pays, ni environnementale, ni sanitaire. Pour 80 milliards par an. Soyez audibles pour les gens qui nous regardent, c'est-à-dire ne pas parler les uns sur les autres parce que les économies. L'État ne peut pas faire, ne peut pas se serrer la ceinture. Non, c'est pas ça. Monsieur Bouzou peut aussi dire une vérité qui est que les économies en année N+1 auront un effet récessif immédiat et total.
Voilà, c'est ça la vérité. Les économistes, allez, stop, s'il vous plaît. Madame Lavalette, Monsieur Ouizy, c'est Richard Ramos qui prend la parole. Moi, je pense que le prochain Premier ministre devra, parce qu'on est dans une crise politique, essayer, et ce sera à mon avis sur la proportionnelle, qui permettra aux socialistes de se détacher des LFI et qui permettra au Rassemblement national qui veut est-ce qu'ils en ont envie? Oui, bien sûr qu'en tout cas à l'Assemblée nationale ils en ont envie. On est autonome à l'Assemblée nationale, on se pose des questions par rapport à nous-mêmes. Et donc votre fantasme n'est pas le nôtre. Le prochain du nouveau Front populaire mettra sur la table pour essayer de trouver une hontion pour vous. Un lien entre tout ça. Ce sera la proportionnelle sur lequel ça choisit le prochain Premier ministre. Alors moi juste un mot quand même sur la proportionnelle. Réfléchissez bien au Front National et chez vous les Rassemblement National. Oh pardon, Rassemblement. Oui, enfin bon, c'est pareil. C'est pas le but pour eux enfin bon, bref, allez-y. Enfin, bon. Allez-y. S'il vous plaît, je voudrais vraiment qu'on arrive à cette question. Non, juste une chose. Réfléchissez bien quand même aux conséquences de la proportionnelle. C'est pas du tout ce que vous croyez. Voilà. Remarque. Ça va augmenter l'ingouvernement. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est ce que donne la proportionnelle. Non, c'est pas la proportionnelle. Regardez ce que ça donne la proportionnelle intégrale dans un pays que j'aime bien qui s'appelle Israël. Je vais vous dire. Le Parti socialiste n'aurait pas été avec LFI s'il y avait de la proportionnelle. Tant qu'il y a la proportionnelle dans un pays comme Israël, il n'y aura jamais de paix. Parce qu'il ne peut pas y avoir de ligne politique claire. Sauf s'il y a une prime majoritaire. Mais c'est ça, il peut y avoir une prime majoritaire comme à la mairie. Chers amis, Emmanuel Macron, qui pendant ce temps-là est à Riyad. Riyad, c'est évidemment la capitale, j'allais dire. Oui, c'est la capitale. D'ailleurs, de l'Arabie Saoudite, oui. Riyad, c'est Riant, d'accord. Mais c'est pas les grosses têtes, c'est 100% politique, Pierre Lelouch. N'oubliez pas. Et ce sont, alors, on voit l'image d'Emmanuel Macron, la voici à sa descente de l'avion, accueilli par les officiels. Il y est jusqu'à mercredi. Pas de réaction officielle. Voilà, en effet. En tout cas, pour quelques marches. Pas de réaction officielle, même si on sait dans la coulisse, et ces dépêches AFP des dernières heures nous l'ont prouvé, qu'il réfléchit et qu'il veut agir vite. On en a parlé il y a un instant. Ces deux chiffres que je voulais vous soumettre avant de poursuivre ces dernières minutes de discussion ensemble. 87%, sondage des dernières heures, 87% des Français considèrent que le pays est en déclin. Le bon, et c'est surtout ça qui nous intéresse, c'est de 18 points depuis 2017 et donc la première élection d'Emmanuel Macron qui avait fait chuter donc cet indicateur. Et puis il y a cet autre chiffre qui est un peu moins impressionnant mais qui fait sens également tout de même. Ils sont une courte majorité de Français à être favorables à la démission d'Emmanuel Macron. Ça paraît inévitable. Non pas qu'il démissionne, mais Yohann Usaï, que la pression, en tout cas, soit désormais répartie durablement sur les épaules d'Emmanuel Macron. C'est quand même de lui qu'est venu le péché originel de la dissolution. C'est venu de lui, à la demande notamment du Rassemblement national, c'est pas faux, disons-le, puisque Jordan Bardella, à 20h02 le soir des élections européennes, demande la dissolution. D'ailleurs, donc Emmanuel Macron l'annonce, mais c'était demandé par le Rassemblement national notamment. Plus on va se rapprocher, évidemment, plus les semaines et les mois vont passer, plus ce chiffre risque d'augmenter, parce que vous allez avoir là la constitution d'un nouveau gouvernement probablement, plus les jours passeront entre la censure et la nomination d'un gouvernement, plus la pression, je vous le disais tout à l'heure, politique et populaire va augmenter pour la démission du président de la République. Et surtout, plus les motions de censure et les nominations de nouveaux gouvernements vont s'enchaîner jusqu'au mois de juin, parce qu'on peut imaginer qu'il y a une motion de censure mercredi, on peut en imaginer une autre dans 2 semaines, dans 2 mois, dans 3 mois. Mais en tout cas, plus il y en aura, et plus la pression sera forte, voire extrêmement forte sur lui pour qu'il démissionne. Donc il est évident que pour l'instant, un Français sur 2 souhaite sa démission, que ce chiffre ne peut aller qu'en augmentant. Il est plus fragilisé que jamais, le chef de l'État, Pierre ? C'est totalement mon avis. Ce que je crois, c'est que c'est comme les toboggans, ça s'accélère. Quand on rentre dans un processus comme ça, ça va beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Et donc mon scénario, c'est que il va pas faire 5 ou 6 gouvernements juste pour tenir jusqu'au mois de juillet pour être en position de dissoudre. C'est catastrophique. Donc il va démissionner. Vous, c'est votre thèse. Les gens ne supporteront pas, je veux dire. Votre thèse, c'est une démission dans un futur plus ou moins proche ? Oui. Je pense que c'est pas tenable. Il va essayer de trouver quelqu'un. Ça ne lui ressemble pas. Vous le savez aussi bien que moi. Bien sûr. Attendez, il est trop content là. Est-ce qu'il peut aller contre sa nature profonde en abandonnant son poste comme ça ? Il est tellement heureux là, Riyad. Sans faire de cynisme, Pierre. Vraiment, franchement. C'est pas du cynisme, c'est que j'ai été tout proche des chefs d'État en voyage. Je sais ce que c'est que le sentiment de puissance, de voir les collègues, les rois, les présidents. C'est pour ça qu'il veut être président.
c'est parce que c'est cette vie-là, il a aucune envie de l'abandonner. C'est très agréable, très excitant et très agréable. Bon, il veut pas l'abandonner. Entre cette analyse que vous avez, où vous dites c'est inévitable dans un avenir proche de le faire, et l'ivresse du pouvoir est tellement forte qu'il n'a pas envie de le faire, il est où le point de jonction entre les deux? C'est le peuple. C'est-à-dire qu'il y a un ras-le-bol dans le pays et beaucoup de détresse, beaucoup de colère. Ça peut pas tenir. Si on pense qu'on peut traîner ce truc-là jusque 6 mois de plus dans ces conditions-là, avec les circonvolutions au Parlement, aucun cap, à la sortie que des impôts, des taxes, ça va pas. Il faut donner un signal d'espoir et de cap, de clarification. Il faut que le pays en sorte. Les gens, 80% des gens disent on est en déclin. C'est vrai. 87. Ouais. Et quand je me balade à l'étranger, ça me rend malade de voir le regard qu'aujourd'hui les pays portent sur la France. Regardez la façon dont nous avons été littéralement piétinés en Afrique, où on passe son temps à s'excuser, passe son temps à demander pardon. Voilà. Bon, je regarde le Sénégal nous traiter comme ça, alors que Paris est plein de Sénégalais qui vendent du crack. Personne ne dit rien. Pardon, mais il y a un moment où il faut que le pays... Non mais... Je vois le lien est pas évident. Mais le lien n'est pas évident. Entre le président Faye qui dit que l'armée française n'est plus la bienvenue et les Sénégalais qui vendent du crack dans les rues de Paris, je vois pas bien le... Mais simplement, quand je me fais traiter mal par un pays, je dis, monsieur, très bien, vous me traitez comme ça. Moi, je prends des mesures. Au lieu de se passer son temps à faire comme si tout se bien et se faire traiter comme une serpillière. J'ai mal à la France quand je vois ça. Il y a un moment où il faut que ça s'arrête et les Français attendent qu'on sorte de cette phase où on s'excuse, où on dépend des Américains. Quand il y a une notation, tout le monde tremble. Est-ce qu'on va être... Mais rappelez-vous ce que disait De Gaulle. La politique de la France ne se fait pas à la corbeille. Quand même un peu de dignité. On est la France, un très grand pays. Pourquoi est-ce que on attend que ça doit se faire en européen, la défense européenne? Mais les réponses, elles viendront des Français ou elles viendront pas. Et la France a besoin d'être gouvernée. Elle n'a pas besoin de subir, de continuer à subir, ou des arrangements qui ressemblent à une pitrerie de la 4e République. Pardonnez-moi, et je dis ça avec tout le respect que j'ai pour le travail des parlementaires, parce que je sais que les gens le font avec cœur. Et ils essayent de servir. Mais dans le Capharnaüm où est l'Assemblée aujourd'hui, c'est tout ce que vous aurez. Je voudrais qu'on fasse une singerie de 4e République. On va conclure le tour de table sur cette question de la démission du chef de l'État. D'abord Jean-Luc Mélenchon, d'abord Marine Le Pen et ensuite Jean-Luc Mélenchon qui s'exprime tour à tour sur cette question et on poursuit le débat. Notre Constitution est claire. Lorsqu'il existe une crise politique grave, une crise institutionnelle, voire une crise de régime, le président de la République a 3 possibilités. Le remaniement, il faut s'interroger sur l'utilité au moment où un gouvernement ne pourrait être que minoritaire. La dissolution, cette arme il l'a déjà utilisée et il ne peut pas l'utiliser avant juin prochain, et sa propre démission. Le responsable de cette situation doit prendre ses responsabilités. Nous devons rendre la parole au peuple. Il n'y a pas d'autre issue que celle-là dans une démocratie. Dans ces conditions, pour que l'on puisse revenir au peuple, à son vote, à sa décision, il faut... Et c'est la seule possibilité qui existe de revenir au suffrage universel, que le président démissionne. Que le président démissionne pour qu'on puisse voter, que le président démissionne parce que le seul souverain dans ce pays, c'est le peuple, que le président démissionne parce que il faut bien que l'on tranche entre les grandes options qui se présentent à nous comme peuple. Réaction Nicolas Bouzou. Non, moi je vois un problème avec une élection présidentielle anticipée, c'est que je pense qu'en France il faut qu'on ait le temps de mettre un certain nombre de problèmes sur la table. Je pense que nos désordres viennent aussi du fait qu'on fait pas de vraies campagnes électorales, qu'on les passe trop rapidement, que c'est pas là assez ce serait précis. Clair, en effet. Et là je crois de mémoire que ce serait 35 jours. 45 jours. 45 jours, voilà. 35 jours maximum. Bon. Entre 20 et 35 jours. C'est quand même pas beaucoup pour faire une campagne électorale, pour parler de la Sécu, de la défense, de la réforme de l'État, de tous ces sujets qui sont très importants. Et donc j'ai peur qu'on aboutisse à une autre frustration. Parce que, vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, aujourd'hui on paye une frustration née de la quasi-absence de campagne présidentielle et de l'absence complète de campagne législative. Voilà. Et d'alliance. Richard Ramos et Alexandre Ouizy sur cette question d'une démission du chef de l'État. Alors, allez, on essaie de s'écouter les uns les autres pour ces 5 dernières minutes.
démission du chef de l'État, je n'y crois pas. C'est vrai, on n'a pas eu de... Est-ce que vous la souhaitez? Au-delà de la croire, est-ce que vous la souhaitez? Je la crois pas. Et vous savez, je pense que le président de la République, il n'a pas haute estime de monsieur Hollande, qui n'a pas été en capacité de se représenter. Il va pas être, lui, dans sa psyché, plus mauvais que lui, en partant avant. Donc, je pense que il ne partira pas. Je pense que c'est pas dans sa psyché. Demandez à Hollande ce qu'il pense de la trahison. Je pense qu'on n'a pas fait de débat présidentiel quasiment depuis 2012. 2017, on est en rupture, il y a le président nouveau qui arrive, Macron arrive, ça. Depuis là, on a permis un débat de société face au peuple. Et vous avez raison, Madame Lavalette, il faudra programme contre programme, devant les Français, de dire est-ce que c'est le programme du Rassemblement national que vous voulez, ou alors un autre programme. Mais si on ne prend pas le temps de faire une vraie campagne présidentielle, alors on retombera dans des cas où les Français, d'abord, ils aiment la politique, contrairement à ce qu'on croit, et ils ont besoin qu'on fasse une campagne électorale. Quand nous, les hommes et les femmes politiques, quelles que soient nos opinions, on va sur les marchés, dans les campagnes électorales, c'est très important, parce que les gens viennent vers nous pour nous parler. Et on a besoin ici de dire qu'est-ce qu'on veut pour la France pour les 10 prochaines années. Et pas de savoir si c'est 3 milliards ci, 3 milliards là. On a besoin de pouvoir se retrouver dans une vraie campagne présidentielle pour idée contre idée. Allez, regardez les éléments que vous avez et face aux nôtres, et c'est les Français qui devront trancher. Alexandre Wizy, une campagne présidentielle anticipée en 2025, ça fait peur au Parti socialiste? Ça fait pas peur, mais on l'appelle pas de nos voeux. On pense en effet que le débat serait totalement escamoté si en 40 jours, là, tout d'un coup, le pays devait se choisir un président. Par ailleurs, je crois que si la question, un désaccord avec Monsieur Lelouch, encore un peut-être, mais je pense que si la question, prendre des tickets d'abonnement, avec plaisir. Si la question budgétaire est levée, je vois pas le problème entre guillemets. Je vois pas ce qui empêche un gouvernement de tenir 6 mois en allant sur des sujets plus consensuel que sais-je, par exemple la fin de vie, l'effet du mode de scrutin, l'élevage des chats, la fin de vie, pourquoi pas la fin de vie. Non mais je veux dire, une fois que la question, le nœud c'est la le budget. tombe des moutons. Voilà, c'est ça. Voilà. Le nœud c'est le budget. Après, je pense que la question des 6 mois, elle se pose totalement différemment une fois que la question du budget est votée. Je redis qu'avec l'absence de majorité actuelle, on ne peut rien faire dans le pays. Aucune loi significative ne peut être prise. Vous m'entendez? Aucune. Oui. Sur aucun sujet. Ni l'immigration, ni la sécurité, ni la défense, ni rien du tout, ni la politique européenne. Vous n'avez pas de majorité. C'est tout. C'est le résultat de la confusion de l'élection présidentielle, de la déroute de l'élection législative qui a suivi, et des jeux sordides divers et variés qui ont suivi cette dissolution folle, où en plus on a biaisé le vote des Français. Le résultat, c'est que vous avez une confusion absolue. Donc de grâce, dans l'intérêt du pays, je me moque de qui peut gagner, va gagner, on va laisser le peuple décider. Sortons-en rapidement. Et ne perdons pas une année, parce que l'histoire ne nous attend pas. Et je vous dis que cette année 2025, à cause de ce qui se passe au Proche-Orient, à cause de ce qui se passe en Europe, tout près de chez nous, des choix qui seront pris par cette femme qui agit toute seule, Madame Ursula von der Leyen, aujourd'hui non contrôlée par les États. C'est très grave. Elle s'est elle-même autonomée. Les gouvernements n'existent plus. Je vous parle en connaissance de cause. Si les États n'existent plus, la Commission fait ce qu'elle veut, et la Commission fait n'importe quoi si elle n'est pas contrôlée. Parce que ce sont des fonctionnaires qui ne représentent qu'eux-mêmes. Personne ne les a élus. Donc attention, ne restons pas comme ça. Je vous en supplie, ne pensez pas qu'il y a une solution à tourner en rond et à rejouer la 4e, parce qu'il n'y a plus de parti politique en France. Bon, il nous reste 12 secondes. Moi, ce que je remarque également, c'est que, en fait, il n'y a que LFI et le RN qui demandent le départ du président de la République. Vous m'avez pas demandé, je ne demande pas le départ. Hein. Ah bon? Je veux dire, moi, Vous n'appelez pas la démission du chef de l'État? C'est responsabilité, mais on se lève pas le matin en se disant qu'on demande la démission du chef de l'État. Ce qui est sûr, c'est que là, on a une France qui est fracturée comme jamais, que les Français, le 10 du mois, un tiers des Français, le 10 du mois, n'ont plus d'argent pour finir le mois, que moi, mère de famille, je partage l'inquiétude de millions de Français quand leurs enfants sortent le soir parce qu'on n'est plus en sécurité, parce qu'on n'en peut plus de cette immigration absolument massive, complètement dérégulée, incontrôlée, qui pèse sur nos comptes publics, notre identité, notre sécurité. Effectivement, j'ai hâte que quelqu'un reprenne les rênes et j'appelle évidemment de mes vœux que ce soit Marine Le Pen. C'était pas évident de modérer cette conversation. Et d'ailleurs, c'est pas évident de dire au revoir non plus. Merci Richard Ramos d'avoir été avec nous, Alexandre Wizy, Yohann Usaï, bien sûr, Nicolas Bouzou, Laure Lavalette
Pierre Lelouch, dont on a découvert, pour ceux qui l'ignoraient, l'humour. Également ce soir, Maxime Fer, Maxime Lavandier, Patrick Urban, Coralie Deleplace, Mickaël Thomas à la réalisation, Nicolas à la vision et Raphaël Lissac au son étaient à la fois en régie et en rédaction pour préparer cette émission. Je les en remercie. Demain, c'est mardi. À demain. À demain, cher Johan. À demain, chers téléspectateurs. 100% politique, j'allais dire non. L'édition de la nuit est assurée. 100% politique revient demain. Bonne nuit. Bonne nuit. Et merci. Merci beaucoup. Merci.